Les deux jeunes, au volant de cette voiture, percutent un arbre. Ils prennent la fuite à pied puis se cachent sur la terrasse avant d'être retrouvés. C'est sur cette terrasse du centre-ville d'Aurillac qu'a pris fin hier soir la folle cavale de Sébastien et Véronique. Tapis derrière ce muret, ils n'ont opposé aucune résistance lors de leur arrestation. Quand ils sont arrêtés, ils sont dans un état de quasi-sidération. Ils n'opposent pas de résistance. Ils étaient au bout du rouleau. Cela faisait plusieurs jours qu'ils étaient en cavale, qu'ils étaient complètement démunis. Ils devaient bien se douter que cela devait avoir une fin. Après 48 heures d'une cavale qui aura tenu en haleine les forces de l'ordre, Véronique et Sébastien sont enfin interpellés et immédiatement placés en garde à vue. Les deux adolescents sont interrogés dans deux salles séparées. Les policiers vont alors d'emblée les accuser du meurtre d'Abdelhadim. Et contre toute attente, ils ne vont pas chercher à se défendre. Alors autant ils ont tout fait pour ne pas se faire arrêter, ils ont couru, etc. Autant une fois qu'ils sont placés en garde à vue, très calmes, ils ont tout raconté. Ils n'ont pas opposé de résistance, ils n'ont pas raconté d'histoire. Ils sont très vite passés aux aveux. Ils avouent rapidement, mais un peu comme des automates. Parce que tout les accuse, tout les accable et qu'il n'y a pas vraiment d'opposition de leur part. Ils ont donné tous les détails. Ces détails font froid dans le dos quand on les rappelle. Face aux enquêteurs sidérés, les deux adolescents vont raconter, sans filtre, la genèse de l'assassinat d'Abdelhadim, la nuit du 2 mars 1996. Animés de ces intentions morbides, criminelles, Véronique recherchait une victime. Et cette victime, elle s'est présentée par le plus grand des hasards. En garde à vue, ils expliquent la situation, à savoir que Véronique et Sébastien étaient en boîte de nuit, qu'ils ont rencontré Abdelhadim, que Véronique s'est montrée séduisante, séductrice. Dans l'esprit de cette jeune femme, ce scénario s'est mis immédiatement en place. Non seulement elle l'a séduit, mais elle lui a proposé de coucher avec lui très rapidement, dans la nuit même, au domicile de Sébastien. Il les a suivis. Abdelhadim, lui, il y va assez confiant. Il y avait déjà eu des tentatives d'approche entre Véronique, qui était très attirée par Abdelhadim, qui lui l'était beaucoup moins. Je veux dire, il n'avait pas d'attirance particulière, il papillonnait, voilà. Il n'avait pas fait de fixation sur Véronique, qui elle, en revanche, avait fait une fixation sur lui, dont elle s'était évidemment ouverte à Sébastien, le deuxième homme, l'éternel deuxième homme. Il est un peu plus de 22 heures lorsque les trois adolescents arrivent au domicile des parents de Sébastien. Les parents de Sébastien sont à l'étage, dînent avec des amis, regardent la télé. En tout cas, il y a suffisamment de bruit pour que personne ne se rende compte que Sébastien arrive avec Abdelhadim et Véronique dans la chambre en dessous. Arrivé dans la chambre de Sébastien reste à côté du lit. Les deux autres, Abdelhadim et Véronique, se déshabillent, se glissent sous les draps et commencent des ébats. Et là, à ce moment-là, Abdelhadim, il a comme un... Bon, il voit Sébastien qui est là, il dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ?» En même temps, ils sont chez Sébastien, ce qui est quand même compliqué. Mal à l'aise de la situation, Abdelhadim demande à Sébastien de quitter la chambre. Mais Véronique refuse. Elle explique à Abdelhadim qu'elle souhaite que son petit ami, Sébastien, les regarde faire l'amour. C'était particulièrement malsain dans le sens où Sébastien est pratiquement contraint, ça sera démontré, par son ami, d'assister à des ébats amoureux avec un autre homme qu'il va assassiner. Le tout au domicile de ses parents, dans sa propre chambre. Abdelhadim continue ses ébats avec Véronique sous les yeux de Sébastien. Il ne se doute pas un seul instant du piège mortel que sont en train de lui tendre ses deux copains.
alors que ces deux adolescents étaient en plein ébat amoureux, Véronique fait un signe à Sébastien qui était à côté, qui jusque-là était, je dirais, placide. Immédiatement, elle a réagi. Alors, il a agi sur instigation directe de cette jeune femme. Et là, Sébastien s'empare d'un couteau qu'il a caché très près du lit. Et donc Sébastien s'est précipité sur ce garçon, lui assénant un premier coup de couteau au niveau de la nuque, et ensuite l'empêchant de crier en lui mettant la main devant la bouche, et continuant ce meurtre, cet assassinat, en le lardant de coups de couteau. Et Véronique, également, lui a asséné des coups de couteau. Elle a accepté de faire l'amour avec un garçon dont elle savait qu'il allait mourir dans ses bras. Et il faut quand même arriver, vous voyez? A priori, il y a dans l'acte sexuel une dimension de donner la vie qui est peu compatible avec la dimension de donner la mort. Enfin, c'est pas exactement pareil. Une jeune femme de 18 ans qui est en train de faire l'amour, qui sent charnellement la présence d'un corps, d'un sexe, du sexe d'un homme, avec la conscience qu'elle va le trucider, on est dans un truc très très vertigineux quand même. Et on est dans l'incompréhensible. Véronique continue, elle aussi, à frapper Abdelhadim. Tout ça dans une grande violence, parce qu'il faut quand même se jeter sur un homme, enfin, voilà, un jeune homme qui était déjà costaud, qui se débattait. L'empêcher de crier pour éviter d'alerter les parents au-dessus, et puis se livrer à 39 coups de couteau. 39 coups de couteau, il faut 39 fois planter un couteau. Compter jusqu'à 39. Plus le sang, parce qu'il faut quand même imaginer que le sang gicle partout. C'est une tuerie, c'est d'une sauvagerie absolue. Pourquoi cet acharnement? Rien dans l'histoire réciproque des deux garçons, même à l'égard de la jeune femme, ne justifiait. C'est-à-dire que, certes, ils pouvaient ne pas s'apprécier sans doute à l'école, au bahut, etc. Certes, pouvaient-ils peut-être même être en rivalité amoureuse à l'égard de cette jeune femme, mais rien qui justifiait un tel acharnement. Il faut quand même faire preuve d'une très grande puissance, d'une grande force pour maintenir quelqu'un qui se débat dans la frayeur, parce qu'il faut quand même voir que Abdelhadim, ça a été la frayeur et l'horreur et la douleur. L'extrême douleur qu'on doit ressentir avant de mourir sous ces coups-là. Ce qui est effrayant, c'est que c'est un crime particulièrement horrible, mais dans une petite maison tranquille où les parents sont au-dessus, juste de la chambre, et dînent tranquillement avec des amis dans la soirée, sans se soucier de rien du tout. Et tout ça se passe alors que les parents sont à quelques mètres. Ça pose aussi une question sur le sens des réalités de ces gamins. Commettre un tel acte dans sa propre chambre, au domicile familial, en présence, même peut-être un petit peu éloignée, des parents, ça démontre immédiatement que, je parle de Sébastien, il n'avait aucun sens des réalités et des risques qu'il encourait. Après avoir sauvagement assassiné Abdelhadim, Véronique et Sébastien ne paniquent absolument pas. Au contraire, ils continuent à exécuter leur plan macabre à la lettre. Une fois le crime commis, ces deux adolescents sont confrontés à une situation terrible. Comment essayer d'échapper à leurs responsabilités, et dont ils ont tout de même conscience à ce moment-là, semble-t-il. Il faut faire disparaître le corps, qui est même très lourd. Et là, la seule chose qui leur vient à l'esprit, c'est, comme dans les films, on roule le cadavre dans une couette. Ils ont quand même la ressource de l'envelopper dans un drap, de mettre un sac plastique sur sa tête, de tenter d'effacer quand même un peu les traces de sang. Et puis, comme il y a un jardin, on essaye de l'enterrer. Sauf qu'enterrer un cadavre dans un jardin, ce n'est pas comme dans les films non plus. Ils vont creuser tout de même un trou maladroitement, mais ils vont quand même creuser un trou. Il faut des instruments, il faut des pelles, il faut quelque chose. Dans le jardin pour y enfouir le corps. Donc ils décèlent quelques dalles de la terrasse de la maison et ils creusent un trou dans la terre, dans laquelle ils disposent le corps
Ils recomblent ce trou avec maladresse et ils remettent les dalles aussi avec maladresse avant de s'enfuir. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a rien qui justifie cette violence. On est dans la violence gratuite, voilà, inhumaine, chez les enfants, dans des corps qui ont encore la représentation qu'on se fait de l'innocence. L'enfance, c'est l'innocence. Donc, ils sont encore enfants. Ils sont donc des innocents, mais c'est des innocents abominables. L'autre axe de recherche des policiers a été de rechercher les motivations, le mobile de ce crime, autant pour Sébastien que pour Véronique. La question, c'est alors de poser, de savoir les raisons du choix de la victime. Pourquoi ce jeune garçon Abdelhalim? Pour Véronique, c'était montrer que elle pouvait manipuler qui elle voulait. Elle est dans son imaginaire moitié dément et elle veut réaliser un crime. Ça pouvait être la déléguée de classe, ça aurait pu être encore quelqu'un d'autre. Donc elle veut réaliser un crime mue par l'admiration qu'elle a pour Tueur-Né, cette balade folle et meurtrière. En fait, c'est ça son mobile et c'est tombé sur Abdelhalim. Le mobile, pour Sébastien, c'était de montrer à Véronique qu'il était un homme. Véronique était très certainement des deux la plus délurée, la plus intelligente. D'abord, elle était plus âgée, c'est une fille. L'autre, comme on disait, il était terne et elle en faisait ce qu'elle voulait. C'était sa chose, Sébastien. Donc en effet, elle avait beaucoup d'ascendant sur lui et il aurait été capable de faire n'importe quoi parce qu'il voulait être aimé d'elle. Mais en réalité, c'est pas lui qui l'intéressait. Parce que justement, ce côté un peu caniche, ça l'agaçait. Et celui dont elle avait envie, c'était d'Abdelhadim. Et je pense que Sébastien en était tout à fait jaloux. Et probablement que c'était pour avoir l'amour inconditionnel de Véronique qu'il a fait très exactement ce qu'elle lui demandait. Puisqu'elle lui vantait qu'après ça, il serait l'amour de sa vie. Il a été totalement manipulé par cette jeune femme. Véronique va faire de Sébastien, en fait, le bras qui va tuer. C'est terriblement sordide. La presse s'empare de l'affaire et surnomme les deux adolescents les amants diaboliques. Mais alors que cet assassinat provoque une vague d'effroi, Véronique et Sébastien affichent une froideur déconcertante. Les psychologues et psychiatres se sont également penchés sur le profil de Véronique, 18 ans. Les médecins ont démontré que elle vivait dans des chimères, en dehors de toute réalité, et qu'elle s'était construit un monde particulier, tellement particulier que le point central pour elle, c'était la mort. Elle était poursuivie dès l'enfance par des idées morbides, ce dont personne ne s'était aperçu, ni ses parents, ni son entourage. Elle a 15 ans, au moment de ce voyage familial aux USA. À cette époque, elle vit des troubles existentiels et pense au suicide pour la première fois. Des angoisses qu'elle exprime par l'écriture. Depuis qu'elle a 10 ans, dans sa chambre, elle compose des poèmes, des nouvelles, des scénarios. Tous hantés par la mort, rien d'alarmant pour son père. J'ai lu quelques poèmes qu'elle faisait. Je les ai lus très furtivement parce que j'ai pas essayé de comprendre, mais j'aurais dû. Mais par contre, comme je suis très communicant, j'ai fait lire à certaines personnes des poèmes qu'elle avait faits. Et j'ai pas écouté ces personnes, des personnes étrangères que je ne connaissais pas. J'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Mais monsieur, votre fille, c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte, à son âge, à 10 ans, écrire ce qu'elle écrit là? J'ai pas su. Véronique, oui, c'est quelqu'un de perturbé, gravement perturbé. Les dessins qu'elle fait sont noirs. Elle décline en effet une figure très troublée. Le procès des deux adolescents s'est ouvert le 5 octobre 1998 devant la cour d'assises des mineurs de Bobigny. Il se déroule à huis clos
car Sébastien était mineur au moment des faits.